Alors imaginez un peu le tableau. Vous allez au théâtre, super content de voir la dernière pièce d'un metteur en scène célèbre, et là vous assistez à un spectacle complètement inattendu. Pas celui sur scène, non, celui d'une salle qui se vide, siège après siège. C'est l'histoire un peu folle de la pièce Le Sommet, une soirée qui est passée, comme on va le voir, du sommet de l'art au sommet de la frustration. Allez, on va décortiquer ensemble ce fiasco mémorable. Un sommet de frustration et de salle qui se vide. Voilà, tout est dit, non? Cette petite phrase, tirée d'une critique de l'époque, elle plante parfaitement le décor. Et elle nous amène directement au cœur du sujet. Comment est-ce qu'une promesse artistique a pu virer au cauchemar à ce point? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, c'est quoi cette pièce Le Sommet? Franchement, sur le papier, ça avait tout pour plaire. On a un metteur en scène acclamé, Christophe Marthaler, un décor plutôt sympa, un chalet de montagne, on s'attend logiquement à une histoire, des dialogues, mais on va très vite réaliser que rien, mais alors rien du tout, ne va se passer comme prévu. Premier obstacle, et pas des moindres, la durée. Plus de 2 heures. Je vous laisse imaginer 2 longues heures où 6 personnages sont coincés dans ce que le critique a appelé un micro-monde d'incompréhension totale. Et ce que le public ne sait pas encore, c'est qu'il est sur le point d'être piégé avec eux. L'incompréhension, elle ne va pas rester sagement sur scène, croyez-le. Mais qu'est-ce qui a bien pu créer une telle confusion? Essayez d'imaginer la scène. Vous avez 4 langues différentes parlées en même temps, sans la moindre traduction bien sûr. Des dialogues qui partent dans tous les sens, complètement absurdes, le tout ponctué de bruits bizarres, d'onomatopées et de chansons qui débarquent de nulle part. On évoque vaguement l'Europe, l'écologie, puis pouf, on passe à autre chose. Le spectateur, lui, il rame pour trouver un fil, un truc auquel se raccrocher, mais il n'y en a tout simplement aucun. Une fois que la confusion est bien installée, un autre sentiment, bien pire, prend le dessus. L'ennui. Un ennui profond, total. Et là, la pièce se transforme en véritable test d'endurance. La question c'est, qui va craquer en premier? Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'était même pas un accident. Non, ce manque de rythme, c'était totalement voulu par le metteur en scène. Chaque scène, chaque gag, chaque silence était étiré, jusqu'au point de rupture. C'était fait pour tester les nerfs du public. D'ailleurs, le critique a utilisé le mot « supplice », carrément. Bon, il faut quand même apporter une petite nuance qui est assez intéressante. Dans la salle, il y avait en fait 2 publics. D'un côté, ceux qui découvraient le style de Marthaler. Pour eux, l'expérience pouvait sembler originale, déroutante, mais originale. Mais de l'autre côté, il y avait les habitués, ceux qui connaissaient déjà son travail. Et pour eux, ce n'était pas la même histoire. Ils ont surtout une impression de déjà-vu, le sentiment de voir un artiste qui se répétait, qui recyclait un peu ses propres idées. Le critique a eu cette formule absolument géniale. Il a parlé d'un piège pour la mémoire. C'est une super image, parce que c'est exactement ça. La pièce était construite pour qu'on ne puisse s'accrocher à rien. Chaque scène semblait effacer la précédente, ce qui rendrait toute tentative de compréhension complètement utile. En gros, le message sous-jacent, c'était « n'essayez même pas de comprendre, ça ne sert à rien ». Et c'est là que tout bascule. Le véritable spectacle, eh bien, il ne va plus se passer sur scène, mais dans la salle. Le public, poussé à bout, en a tout simplement eu marre et il a décidé de le faire savoir. C'est fascinant. Le critique décrit l'exode du public comme une opération en 3 vagues. La première vague, c'est les plus sensibles au chaos, ceux qui ne supportent plus la cacophonie. Ensuite, une deuxième vague, bien plus massive, ceux qui sont à bout, épuisés par les gags et les chansons qui tournent en boucle. Et enfin, la troisième vague, les derniers résistants, qui finissent par jeter l'éponge, vaincus par le vide abyssal de la pièce. Une véritable hémorragie. Et vous savez le plus surréaliste dans cette histoire, c'est que pendant ce temps-là, sur scène, la pièce continue. Comme si de rien n'était, les acteurs sont là, imperturbables, ils continuent à jouer face à des rangées de sièges qui se vident de plus en plus. Il faut s'imaginer ce contraste, le chaos dans la salle, les gens qui partent et le calme absolu sur scène. L'ambiance devait être unique. On arrive donc au verdict et on peut légitimement se poser la question, pour ceux qui sont restés, les courageux, les téméraires qui ont tenu jusqu'au bout, quelle a été leur récompense? Eh bien la réponse est là, et elle est sans appel. Regardez ça. 0% de rire, 0% d'émotion, rien. Par contre, on a un cocktail de lassitude, de confusion et une bonne dose d'exaspération. En fait, c'est tout le contraire de ce qu'on vient chercher au théâtre. C'est le vide absolu. Et voici le coup de grâce. La conclusion finale du critique est terrible. Il dit qu'à la fin de la soirée, la chose la plus mémorable, le seul souvenir marquant de ces 2 heures, ce n'est pas une scène,
Pas une réplique, mais le nombre de spectateurs qui ont fui la salle. Le véritable spectacle, finalement, c'était l'Exode. Du coup, pour boucler la boucle, la critique s'amuse à redéfinir le titre de la pièce. Finalement, le sommet, ce n'était pas un marathon artistique, c'était un marathon d'incompréhension. Ce n'était pas le sommet de l'art, mais bien le sommet de la vacuité, du vide. Toute cette histoire nous laisse avec une question fondamentale, au fond. Où est-ce qu'on place la limite entre une œuvre d'art qui nous bouscule, qui nous demande un effort, et une expérience qui est juste frustrante et pénible? Quand une œuvre perd son public à ce point, est-ce que c'est l'échec de l'artiste ou celui du spectateur? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse et à bientôt.